Uh. Yeah. Salut les triathlètes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète X Open Tri. Aujourd'hui, on se retrouve pour une interview non pas d'un, mais de deux pros. Un binôme à toute épreuve, celui formé par Héloïse Courvoisier et Julie Marano. D'un côté, Héloïse, paratriathlète malvoyante, membre de l'équipe de France, et de l'autre, Julie, sa guide et kinésithérapeute. Ensemble, elles nous ouvrent les portes de leur quotidien d'athlète de haut niveau, fait de passion, d'engagement et surtout de complicité. Elles nous racontent leur parcours respectif, la manière dont leur duo s'est formé après les Jeux paralympiques de Paris 2024 et comment elles constituent aujourd'hui une relation fondée sur la confiance, l'écoute et surtout un humour bien partagé. On parle aussi de l'organisation de l'entraînement pour un binôme, des adaptations spécifiques liées à la déficience visuelle d'Héloïse, de l'éthique de matériel et de financement, un sujet crucial pour continuer à performer au plus haut niveau pour elle. J'espère que cet épisode va vous plaire. C'est parti pour cet échange entre Héloïse, Julie et Hermano. Bonne écoute. Salut les sportifs, c'est Hermano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète X Open Tri. Aujourd'hui, je suis très contente de recevoir deux invités d'un coup, à savoir Héloïse Courvoisier et Julie Marano. Salut les filles. Salut. Salut. Bon, alors pourquoi deux? On va revenir un petit peu sur le sujet. Déjà, un petit coucou à Dominique Collère qui nous a mis en relation et qui nous a proposé d'échanger. On reviendra aussi sur la team que Dominique a mis en place. Mais peut-être que je peux vous laisser vous présenter. Allez, qui commence? On va passer l'honneur à Héloïse quand même parce que tout à l'heure, j'ai dit des choses méchantes. Je disais que c'est la fausse des danses handicapées, donc je vais me rattraper. Hein, Héloïse? Bon, comme ça, les choses sont calées. Héloïse Courvoisier. J'ai 27 ans. Je suis paratriathlète depuis 2020, en équipe de France depuis 2022. À côté de ça, je suis kinésithérapeute et donc je suis déficiente visuelle depuis la naissance suite à un cancer héréditaire de la rétine. Bon, voilà, ça place ça plante le décor. Avec toute la joie de vivre qu'elle a mis dans ce qu'elle a dit en plus. Hein. Ouais, c'était plus sympa en off en fait. Là, c'est vraiment très plat. C'est très formel. Rassure-nous pour ceux qui ne te voient pas, parce qu'on va mettre la vidéo sur YouTube après, mais pour ceux qui ne font que t'écouter, t'as la niaque quand même, t'as le sourire d'habitude. Ah ouais, non, c'est super. Moi, j'aime bien présenter le truc comme un petit cadeau que mon papa m'a fait à la naissance, histoire de poser les bases. 19 tumeurs en 1 an et demi, franchement, c'était sympa. Mais non, sinon, moi, j'aime bien ma vie. Hein. 19 tumeurs, donc tout aux yeux ou Ouais, les 2 yeux. J'ai eu 19 tumeurs et récidives de tumeurs de ma naissance à 1 an et demi. Voilà. Ok. Bon. Ça n'aide pas grand-chose aujourd'hui. Au-delà des problèmes de vue, ça t'a laissé des traces? Il y a d'autres risques? Est-ce que tu fais des contrôles réguliers pour éviter justement que ça métastase ou que ça attaque d'autres parties du corps? J'ai un suivi régulier au niveau ophtalmo. Le fait est que les risques ne sont pas particulièrement au niveau ophtalmo. Mais ouais, il y a des risques de cancer secondaire qui peuvent arriver un peu n'importe où et un peu n'importe quand. Mais comme c'est compliqué de faire un suivi global sans savoir ce qu'on cherche, faut juste être hyper attentif. Mais ouais, il y a un petit potentiel quand même. Bon, le bon côté des choses qu'il faut quand même aller voir, c'est que tu es sportif de haut niveau. Donc, en général, les sportifs de haut niveau connaissent bien leur corps. Donc, tu ne devrais pas tarder à sentir si jamais il y a quelque chose qui ne se passe pas comme ça devrait. Ouais, après, c'est compliqué parce que, comme je disais, on ne sait pas trop où regarder. Mais voilà, d'expérience familiale, ça a été détecté un peu par hasard sur les cancers secondaires. Donc, ouais, faut juste se connaître, quoi. Ok. Et sur le handicap que ça a généré, notamment tes yeux, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as une acuité visuelle de combien? Comment ça se transforme, enfin, comment ça se transcrit dans ta vision? Alors, c'est toujours difficile de décrire ce que je vois parce que j'ai jamais vu autrement.
ou presque, mais de façon très factuelle. J'ai 1/10 à droite, une fois que je suis corrigée de ma myopie, et juste la perception lumineuse à gauche. Et j'ai un champ visuel qui est quand même un petit peu réduit, mais j'ai pas une vision tubulaire ou juste en périphérie, donc ça me permet quand même de m'orienter assez facilement. Et je pense que le fait d'avoir vu comme ça depuis toujours, ça fait que je suis assez débrouillarde par rapport à ça et j'ai vraiment pas trop besoin dans le quotidien de. Enfin, j'ai mes petites stratégies, mais je me sens pas particulièrement en situation de handicap dans mon quotidien, quoi. Ok. Bon, de toute façon, c'est des stratégies qu'on finit par développer. Ouais. Je rigolais un peu en off, mais alors moi, je ne suis pas au stade du handicap, mais j'ai des problèmes de vue aussi. Moi, je suis à 2/10 avec correction. Et c'est souvent avec les lentilles parce que les lunettes ne corrigent pas assez et c'est des lentilles spéciales. Et en fait, je ne peux pas les supporter plus de 4-5 heures par jour parce qu'après, ça devient flou, etc. Donc, je vois un peu ce que tu partages. Après, moi, c'est venu beaucoup plus tard. C'est venu à 25-30 ans et ce n'était pas de naissance. Donc, tu vois, j'ai à peu près vu avant avec correction. Et maintenant, je vois beaucoup moins bien. Ouais. Mais le fait qu'effectivement, tu n'aies jamais vu autrement, finalement, tu t'es adapté avec ça et tu as mis en place des stratégies pour pouvoir vivre avec la vue que tu avais, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, pour le coup, comme je dis, c'est héréditaire, donc ça me vient de mon papa qui était non-voyant. Et c'était un bon exemple aussi de personnes vraiment autonomes avec son handicap. Et donc, je pense que ça m'a aussi pas mal aidé, même si forcément, il y a eu des moments où je voulais pas être handicapée, mais pas de chance, j'avais pas trop le choix de faire autrement. Mais donc, non, j'ai toujours cherché mon autonomie, quoi qu'il arrive. Mais en plus, un handicap aux yeux, c'est casse-pied parce que c'est malheureusement un handicap non visuel. C'est-à-dire que si tu n'as pas des grosses lunettes de soleil et puis une canne blanche, les gens se rendent pas forcément compte que tu vois pas bien. Comment Ah c'est oui. perçu ce handicap avec les autres? Bon, après, moi, dans le quotidien, ça se voit pas. Ce qui est du coup plus compliqué, si sur un point, je vais avoir besoin d'aide, que je demande à quelqu'un que je connais ou que je connais pas d'ailleurs. C'est pas rare qu'on me dise que enfin, ma meilleure amie ou même ma mère qui ne se rend pas compte que non, le signe que tu me fais à 5 mètres, je le vois pas, quoi. Mais donc ça, parfois, enfin voilà, faut des petits ajustements, mais c'est pas tellement problématique. Et tu parlais de canne blanche. Moi, j'habite à Paris depuis bientôt 10 ans. Et au tout début, je pense pour me rassurer un petit peu, j'avais pris la canne. Et là, ça se voit pas trop, mais parce que je sors de la piscine, tout ça, mais je suis plutôt quelqu'un D'apprêter. plutôt apprêter. J'aime bien m'habiller, j'aime bien me maquiller et tout. Et ça m'est arrivé de me faire insulter dans le métro parce que je ne pouvais pas être aveugle et maquillée. Donc voilà, je pouvais pas, c'était pas possible. Donc ouais, parfois ça fait des situations un peu. Je le prends avec le sourire aujourd'hui, mais quand on se prend une insulte parce que t'es maquillée, tu peux pas être aveugle, waouh, pourquoi? Et puis enfin bon, c'est ce que j'aime bien, les anecdotes comme ça que j'aime bien aussi, c'est de voir le regard des autres. Je pense que je suis plus sensible au regard des autres sur les autres, entre guillemets, et de voir des personnes en situation de handicap, notamment visuel, dans les transports, qui vont chercher de l'aide, et les gens qui passent à côté qui n'en ont rien à faire. Et au final, moi, je finis par les prendre sous le coude et puis je les aide et puis je finis par leur dire bon, c'est quand même quelqu'un de malvoyant qui vous guide, hein, mais Si vous n'êtes pas au bon endroit, c'est normal. Ça doit faire des situations cocasses. On est rentré un petit peu dans le vif du sujet, mais du coup, je n'ai pas donné le micro. Julie, je te laisse te présenter. Oui, pas de souci. Du coup, Julie Marano, j'ai à peine plus âgée qu'Héloïse, j'ai 28 ans. Je suis aussi kiné, voilà, depuis 2022. Et moi, je fais du triathlon depuis très, très longtemps. J'ai commencé à l'âge de 10 ans. Et je suis rentrée en 2019 un petit peu dans l'équipe de paratriathlon. J'ai été guide de Anouk Curzia avant, avec qui j'ai fait les Jeux de Paris. Et du coup, depuis fin 2024, début 2025, je fais équipe avec Héloïse. Donc voilà un peu le parcours.
Bon, on reviendra peut-être un petit peu sur le changement, mais peut-être pour rester sur ta présentation, Julie, comment est-ce qu'on passe du triathlon valide au statut de guide pour les paras? Alors, il n'y a pas de formation ou d'équivalence ou quoi à faire. C'est vraiment, voilà, moi, on m'a proposé de venir voir un peu ce que c'était que le paratriathlon. Et puis, un mois après, on m'a appelé en me disant, bah, écoute, tu as ta première Coupe du Monde à faire dans 2 semaines. Je dis, bon, d'accord. Donc, en fait, on apprend aux côtés des athlètes. C'est les personnes en situation de handicap qui vont nous dire comment elles font du triathlon et comment nous, on va les aider à faire leur triathlon, en fait. Typiquement, le triathlon long que je faisais avec Anouk n'est pas le même que le triathlon que je fais avec Héloïse aujourd'hui. Dans moi, ce que j'apporte, c'est différent parce qu'elles n'ont pas les mêmes besoins finalement. Mais ouais, il faut savoir bien s'adapter à la personne tout en apportant un petit peu sa touche perso parce que de mon expérience, que ce soit sur de la D2, de la D1, des championnats de France jeunes ou quoi, j'ai quand même un peu d'expérience en triathlon et ce qui permet de donner des petites clés des fois dans des situations en para, quoi. Ok. Mais au-delà de la formation, tu vois, pour basculer de l'un à l'autre, c'est plus qu'est-ce qui a fait que toi, tu as eu envie d'aller voir comment ça se passait du côté para? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a initié? Est-ce que c'est avoir vu des paras et puis te dire, tiens, ça pourrait être sympa d'aller filer un coup de main, un peu comme, comme le fait Héloïse quand elle voit un malvoyant dans le métro, ou je sais pas, quelqu'un de ton entourage et que ça t'a touché, et que tu t'es dit, bah, faut que je mette à profit mes compétences, mon expérience? Non, pas du tout. De par ma formation scolaire, on va dire, je suis passée par STAPS et kiné, donc il y a quand même un petit côté où on parle un petit peu du handicap, mais je connaissais rien du tout au handicap. C'est Nicolas Becker, du coup, le responsable des équipes de l'équipe de France Para, qui était venu me voir en 2019, savoir si juste ça m'intéressait de venir voir parce qu'il cherchait des guides, etc. Et je suis juste venue voir au début, hein, sans prétention aucune. Et puis finalement, de fil en aiguille, c'était parti pour la saison 2019 avec des championnats d'Europe, des championnats du monde, des Coupes du Monde. Voilà, c'était. Au début, j'y allais vraiment en mode, je vais juste voir ce que c'est, mais moi, je fais du triathlon pour moi. Et puis, de toute façon, je suis en école de kiné, donc le triathlon, focus sur les cours, quoi. Puis, finalement, j'y ai mis un pied, puis je suis jamais repartie. Ouais, c'est la stratégie du viens voir, on s'éclate bien, et puis finalement, une semaine après, bon, t'as réfléchi, t'as pas le choix, hein, j'ai besoin de toi. Allez, tu viens? Ouais, non, mais voilà, il y a quand même le monde du parasport est quand même génial parce que chaque personne a vraiment une histoire. Donc voilà, le triathlon, des fois, c'est ce qui les a sauvés ou c'est ce qui leur permet de se sentir libre, de pouvoir, si on prend le cas d'Héloïse, de pouvoir faire du vélo, de découvrir des nouveaux endroits qui, toute seule, en fait, elle pourrait pas le faire, quoi. Donc non, c'est vraiment, c'est vraiment une belle équipe. Ouais, puis comme tu le disais, t'es pas la même guide avec 2 athlètes différents. Justement, aujourd'hui, on enregistre le jour où j'ai publié l'épisode avec Laurent Denis, qui est le directeur de la SPTT Strasbourg, et on parlait du côté para à la SPTT Strasbourg, et on avait cette réflexion de se dire finalement, il y a autant de handicaps qu'il y a de personnes para, parce que un unijambiste, c'est pas le même qu'un autre unijambiste, un déficient visuel, c'est pas le même qu'un ou une autre déficient visuel. Donc finalement, ça va être aussi beaucoup d'adaptation pour les guides et pour le staff des paras. Ouais, je pense que c'est surtout pour les guides en soi où faut vraiment apprendre à connaître l'athlète, apprendre à savoir comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il voit pas. Héloïse, voilà, si je dis tiens, regarde sur mon téléphone, non, en fait, elle va pas forcément le voir direct, mais ça amène à des bons petits fous rires, mais oui, il faut savoir s'adapter. Après, de toute façon, comme dans toute relation ou dans toute communication avec quelqu'un qu'on apprend à connaître, il faut pouvoir s'adapter aussi, quoi. C'est sûr que si on arrive brut de décoffrage en disant, moi, ce que je fais, c'est le meilleur, et puis de toute façon, on fera comme j'ai décidé, ça marchera pas. Mais partout, si on arrive dans une entreprise et qu'on dit ça marchera pas non plus. Donc voilà. C'est clair qu'il faut beaucoup d'humilité. Ouais. Ouais, et puis dans les 2 sens en fait, Ouais. parce que on a toutes les 2 quelque chose à s'apporter. Ouais. Moi, ça fait assez peu de temps finalement que je fais du triathlon. Pour le coup, moi, j'ai appris à faire du triathlon en même temps que j'ai appris ce dont j'avais besoin. Enfin, voilà, on a construit donc avec mon ancienne guide Anne Henriet, on a construit un petit peu le truc ensemble. Aujourd'hui, je suis plus capable de dire
moi, c'est comme ça que je fonctionne, j'ai besoin de ci, ça. Julie, elle va me dire, ça, c'est ça mon expérience. Et puis, on va construire ensemble notre expérience à toutes les deux, qui va évoluer. Enfin, voilà, moi, je ne veux pas dire à Julie, c'est absolument comme ça qu'on va faire. On voit au fur et à mesure, là, on a fait 3 courses ensemble. On est encore en pleine construction. On voit que le binôme fonctionne bien, que ce soit à l'entraînement, en course ou dans le quotidien. Mais voilà, il y a forcément encore des choses à construire. C'est pas, la vision de mettre un peu des pions, 2 athlètes plus ou moins performants pour faire le binôme performance, ça se vérifie pas forcément, je pense. En tout cas, c'est pas ma vision du. Moi, c'est pas la nôtre. Moi, je pourrais pas partir. Parce on a fait 3 courses ensemble, mais on a déjà passé plus d'1 mois et demi ensemble, je pense, depuis le début de l'année. Donc, moi, je pourrais pas partir comme ça avec quelqu'un avec qui je m'entends pas ou avec quelqu'un avec qui je partage pas les mêmes valeurs de la vie en général, en fait. Donc là-dessus, c'était assez clair. On a dit, on essaye, mais si ça marche pas, en fait, si on n'est pas compatible, tant pis, on fera différemment. Bon, il s'avère que ça se passe plutôt bien. Et on pourrait en parler aux gars qui font de l'aviron parce que, notamment pour les JO, ils qualifient les bateaux, ils qualifient pas les équipages. Et du coup, ils peuvent se retrouver avec des gens avec qui ça ne matche pas forcément. Bon, après, en équipe de France, ils passent quand même pas mal de temps ensemble. Mais là, pour le coup, vous vous retrouvez et bien toutes les deux. Comment vous vous êtes choisis, justement? Est-ce que c'est toi, Julie, qui a été vers Héloïse? Est-ce que c'est toi, Héloïse, qui a dit je cherche une nouvelle binôme, est-ce que tu peux venir? C'est un peu ça. Non, je pense que c'est un peu des deux côtés. Ouais, je pense que. Moi, j'en ai parlé à Julie un peu avant les Jeux en me disant bon, c'est pas le bon moment, mais en même temps, j'aimerais bien que. Enfin voilà, je te donne. Je te dis ce que j'en pense. En fait, l'une comme l'autre, on avait la deuxième partie de notre binôme qui arrêtait. Donc, c'était aussi. Je trouvais quelque chose d'un peu logique. Enfin, on se connaissait. Pas aussi bien qu'on apprend à se connaître maintenant, mais on passait déjà du temps ensemble, on s'entendait déjà bien. Et puis, je pense aussi que c'était rassurant pour moi de ne pas me lancer dans une recherche de guide qui n'a pas forcément d'expérience, parce que malgré tout, même si j'ai ma propre expérience, me dire que je vais sauter sur un vélo, sur le tandem, alors que quelqu'un sait déjà faire du tandem, c'est un peu plus rassurant que de me lancer derrière quelqu'un qui n'a jamais pris. Qui n'a jamais piloté, quoi. Ouais, des petites choses comme ça. Et donc. Je lui en ai parlé. Mais parce que c'est Julie qui pilote? Oh non, ça aurait été plus drôle avec Loïs devant. Bon, j'arrête avec mes blagues, j'arrête. On te laissera essayer si tu veux la prochaine fois. Mais moi, je me mets bien derrière. Non, mais ouais, c'était un peu... Non. Ça paraissait logique pour tout le monde, mais nous, on avait besoin quand même de se poser, d'en discuter et puis de voir si on partait un peu dans les mêmes directions. Moi, ce que j'ai dit à Héloïse, je dis c'est pas parce qu'il y a une guide de dispo, une athlète de dispo qu'il faut absolument qu'on se mette ensemble. Mais au final, oui, c'est vrai qu'on s'entendait bien, que voilà, je pense de fait, on fait le même métier de base. On est 2 filles. On aime bien faire d'autres choses à côté du triathlon, donc ça joue aussi. Il y en a pas une qui est tête baissée à fond. Je pense triathlon, je mange triathlon, je dors triathlon, et une autre qui a des activités un peu extra à côté. On a toutes les deux un peu nos quartiers à côté. C'est pas trop le mot, mais oui, mais c'est ça. On partage le triathlon, mais on partage d'autres choses aussi à côté, donc ça rend le truc un peu cool, quoi. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que vous partagez justement à côté? Parce que là, tu as dit ça fait quelques temps que vous vous êtes retrouvés, que vous êtes ensemble sur le côté triathlon, mais qu'est-ce qu'un binôme para et valide partage au quotidien? Hormis votre job, mais j'imagine que vous bossez pas dans le même cabinet. Non, on bosse pas. Vas-y. Enfin, vas-y. Non, moi, j'ai eu la chance 2 ans avant les Jeux, en fait, d'intégrer l'équipe police nationale en tant que policière réserviste. Et du coup, aujourd'hui, je travaille un petit peu en tant que kiné, mais uniquement avec des sportifs de haut niveau
Et je suis pas du tout dans un cabinet, en fait. Voilà, c'est de la kiné qu'on appelle déconventionnée, qui est pas remboursée par la sécurité sociale. Donc, voilà, je le fais quand j'ai envie, quand je peux et quand les athlètes sont dispo, quoi. Mais je travaille pas du tout dans un cabinet. C'est pas quelque chose qui est fixe toutes les semaines, tous les mois. Et à côté de ça, je suis toujours donc dans l'équipe police en tant que policière réserviste. Ok. Mais oui, c'est sûr qu'on travaille. Bah, déjà, on travaille pas ensemble parce qu'on habite à je sais pas combien de kilomètres. Ouais. Et moi, je suis à Meudon, donc à côté de Paris. Julie, elle est à Grenoble. Alors, je suis déjà allée chez Julie. Julie n'est pas encore venue chez moi, mais bah, puis on n'a pas la même façon de travailler. Mais Ouais. là-dessus, ça aide aussi parce que quand on est en déplacement que toutes les deux, Au moins, on sait faire des soins de récup. On sait faire des soins. Mais non, après, qu'est-ce qu'on partage à côté? On a le même humour, le même. Ouais, on aime bien manger aussi, on aime bien les bons petits plats. On aime bien. Enfin, on n'a pas encore été faire de la céramique ensemble. Je pense que c'est la prochaine étape. Ouais. Mais aller faire les magasins, c'est pas un problème. Voilà, prendre du temps pour se balader. Enfin, des trucs tout simples. Hein. Oui. Mais on a des atomes crochus au-delà du sport. Ok. Tiens, petite question qui peut paraître un peu idiote, mais quand on voit moins bien, est-ce qu'on est meilleur kiné? Je suis partagée avec cette question. Je pose la question parce qu'en plus, mais en fait, aussi, donc comme ça, s'il y a une vie qui doit partir, elle va partir tout de suite. C'est carrément la vision. C'est ce que tout le monde aime dire. Moi, je pense que c'est pas une réalité. Je pense que quand on est kiné, on développe des compétences. Le fait est que quand on a un sens qui fonctionne moins bien, on est plus à l'écoute des autres. Donc peut-être qu'on a cette chose-là qui est développée un peu plus quand on arrive dans les études de kiné. Mais moi, je pense pas qu'on soit forcément meilleur kiné. Et puis, il y a tellement de kinés différentes. Enfin, je veux dire, Julie, elle est spécialisée en kiné du sport. Moi, je fais de la neuropédiatrie avec des enfants qui sont paralysés cérébraux ou myopathes. Enfin, je veux dire que c'est pas du tout la même kiné qu'on fait. Et demain, oui, faire un massage récup, je suis capable, mais aller strapper, je sais pas quel sportif, c'est pas mon quotidien de travail. Oui, je saurais le faire, mais je pense que je vais aller regarder un tuto YouTube pour être tout à fait honnête. Ne venez pas vous faire strapper chez moi, quoi. Bon, avec des enfants, mais il paraît que les sportifs de haut niveau, c'est des grands enfants, donc ça marche aussi, non, ça marche pas. Ouais. Après, moi, j'ai choisi ça parce que là, ça se voit pas, mais je fais à peu près 1m12. Du coup, j'ai choisi la patientèle qui était adaptée à mon gabarit. Bon, je vois compliqué pour elle de strapper un rugbyman qui fait 1m70 en fait. C'est-à-dire que la taille de mon tronc, c'est pas possible, quoi. Tu voulais réagir, Julie, avant que je dise une connerie? Non, c'est bon. Du coup, toi, Julie, tu as commencé le triathlon assez jeune. Ça fait quelques années déjà que tu pratiques. Toi, Héloïse, c'était beaucoup plus tard. Comment tu es venue au triathlon? Comment je suis venue au triathlon? Alors, c'est marrant que tu aies parlé d'allemand. À la base, je faisais de l'aviron. C'est pareil, bizarre vu mon gabarit, mais j'aimais bien quand même. Il n'y a pas un rapport taille-rame, enfin taille des rames. Mais quand on est 3 fois plus petit que la pelle, c'est un petit peu plus compliqué. Non mais je faisais de l'aviron. J'avais repris en 2019 dans un club parisien et du coup j'avais été conviée à quelques stages avec l'équipe de France de para-aviron. J'ai fait des championnats du monde indoor en 2020, juste avant le confinement. Et le fait est que j'étais en couple avec Thibaut Rigaudot, donc vice-champion paralympique aux Jeux de Paris 2024, qui a commencé, lui, fin 2018, le paratriathlon et qui est en équipe de France depuis fin 2019. Il a fait la sélection. Et du coup, le confinement est arrivé.
Lui, il était aux États-Unis, il me dit ouais, tu m'achètes un tapis de course, machin, un truc. Donc, en fait, dans l'appartement, il y avait un home trainer, un tapis et un ergo. Sachant qu'on habitait dans un 40 mètres carrés sous les toits à Paris. Donc, j'ai commencé à varier un petit peu plus mon activité parce que le confinement était long. Et je l'ai suivi en sortie de confinement parce qu'il allait s'entraîner chez son guide, donc Sylvie Hénaud, dans le Jura. Et là, j'ai fait la connaissance de Anne, qui est donc la compagne de Cyril. Et de fil en aiguille, Thibaut m'a offert un tandem à l'été pour mon anniversaire. Et il m'a dit, écoute, dans 2 mois, c'est les championnats de France. Anne, elle serait OK pour être ta guide. Vas-y, t'essayes. Bon, je nageais quand même de temps en temps avec lui. Et donc, c'est parti de là. On est parti 1 semaine pour s'entraîner en famille avec les Vienno-Henriet pour s'entraîner, pour faire du triathlon un petit peu. Sachant que moi, j'en faisais pas du tout. On était censé faire un triathlon qui a été annulé. Bref, on a fait les championnats de France en 2020. Et j'ai fait podium, 3e place. On était 3. Mais j'ai fait un podium. Tu as fait un podium quand même. Vous étiez que 3, mais ça veut dire que les autres n'avaient pas signé ou il y avait. Voilà. Oui, après, il y a rarement plus que 3 athlètes dans la KT en France. Mais, donc, première expérience laborieuse, mais j'étais vraiment contente d'avoir fait ça, d'avoir réussi. Mais je ne comptais pas faire de triathlon particulièrement. Et puis finalement, l'année suivante, j'ai recommencé. Et puis c'était mieux. Et puis on avait suivi les Jeux. Donc les garçons étaient déjà aux Jeux à Tokyo. Donc avec Anne, on avait suivi la semaine. On s'était entraîné 1 semaine. On avait suivi des Jeux ensemble. Et donc on a refait les France. Ça s'est mieux passé. On a été soutenus par la fédération pour faire une manche de Coupe du Monde de fin de saison où il n'y avait pas grand monde, mais ça faisait une première expérience internationale avec du meilleur matériel que celui que j'avais à la base, puisque la fédération m'avait prêté un tandem. Et ça s'est bien passé. Et puis là, on s'est dit, on essaye. Et j'ai fait les tests de détection fin 2021. Donc, tous les ans, la fédération organise un week-end de détection à Cannes, donc avec des petits tests dans les 3 disciplines pour détecter des potentiels qui peuvent après rentrer dans l'équipe relève et de fil en aiguille potentiellement avoir des sélections en équipe de France. Et quand même, ces tests-là, je me suis dit, mais j'ai pas ma place. Je suis à côté de la plaque. Et en fait, faut croire que non. Parce que 3 mois plus tard, j'étais conviée au test avec l'équipe de France. Puis un stage relève, puis un stage équipe de France, enfin collectif France. Et à l'issue de ça, j'ai tout de suite eu ma première. Avec Anne, on a eu notre première sélection en équipe de France pour les championnats d'Europe qui avaient lieu à Holstein en Pologne, mai, en Pologne. Et donc, quand même, en fin 2021, là, en décembre, il y a une interview de moi où on me dit. Je sais plus, la question, ça doit être c'est quoi tes ambitions? Et je dis, les Jeux de Paris, c'est un peu tard pour y penser, mais pourquoi pas aller chercher Los Angeles? Bon, j'ai toujours l'intention d'aller à Los Angeles, mais entre-temps, je suis allée aux Jeux de Paris. Donc, donc voilà, ça a été vraiment. C'était pas du tout les ambitions que j'avais, ni celles d'Anne au début. Et en fait, de fil en aiguille, on s'est donné les moyens et on est arrivé là. Et je pense qu'on n'a pas à rougir de la 7e place qu'on a faite ensemble. Donc, non, ça m'a vraiment bien mis le pied dedans. Au début, je comptais faire les 2, aviron et triathlon. Et puis, en fait, le triathlon, ça prend tellement de place. Et puis j'aime ça. Donc, voilà, on y va. Pareil, on y va, merci à Thibaut, en fait, parce que c'est lui qui t'a mis le pied à l'étrier ou le pied sur la pédale, en fait. Tout à fait, tout à fait. C'est tout à fait lui. Bon, pour la petite histoire, Thibaut, je l'avais reçu dans mon autre podcast qui s'appelle Dans les vestiaires. Pour celles et ceux qui veulent aller l'écouter, c'est vestiaireaupluriel.org/021. Vous pourrez écouter l'interview de Thibaut. Et on avait déjà un petit peu parlé de toi à l'époque. Donc, voilà.
Il disait qu'il venait de te mettre au triathlon. Ah ouais, c'était il y a un moment. Mais je crois que je me souviens de l'enregistrement. Et merci parce qu'il m'a envoyé une jolie photo de lui dédicacée avec Cyril sur le podium. C'était super sympa. Mais donc, ouais, belle découverte. Et tu n'as pas juste continué avec un pied sur la pédale ou sur l'étrier, mais tu as vraiment continué, tu as vraiment mis le pied dedans. Comment tu construis justement cette vie de para-triathlète en 2 ans et demi, 3 ans finalement, pour arriver jusqu'à Paris? Je pense que déjà j'ai l'esprit de compétition, donc c'était facile aussi d'y aller. Et puis j'ai un peu la niaque. Je sais pas si c'est un truc de. Bon, je vous invite à regarder la vidéo quand même un peu. Elle a carrément la niaque. Elle s'arrêtera jamais, quoi. Enfin, tant qu'il faut y aller, il faut y aller. Et puis elle donnera corps et âme pour aller au bout, quoi. Il y a pas de. Elle abandonnera jamais, je pense. J'aime pas me dire que c'est difficile, donc peut-être je peux faire autre. Enfin, je trouverai toujours un moyen, même si c'est difficile. Et plus c'est difficile, je pense, plus j'ai envie d'y aller, en fait. Donc ça m'a pas forcément arrêté. Après, c'est sûr que au rythme où ça allait. J'avais toujours un train de retard souvent un train de retard sur ce que je mettais en place. C'est-à-dire que la première année où je me suis dit, allez, j'essaye de m'entraîner, j'étais quand même à temps plein au travail. Je faisais des heures sup pour pouvoir poser des heures quand je partais en compétition. Donc, je faisais 42 heures de travail la semaine. J'arrivais à m'entraîner 10 heures, mais ça faisait quand même des journées à rallonge. Donc je suis passée à mi-temps en septembre, sachant que je suis passée à mi-temps en me disant ouais j'ai un partenaire qui arrive, en fait il n'est jamais arrivé, donc je me suis dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire, ça fait peur. Et puis moi j'aime bien les choses que je connais, que je contrôle un petit peu. Bon voilà, vraiment je partais dans un truc, on y va mais on ne sait pas trop où, on ne sait pas trop comment. Et donc ouais je suis passée à mi-temps, mais c'était encore pas facile. C'était un mi-temps pareil avec des heures sup et autres. Donc au début alors je dis pas que c'est pas facile quand même, parce que j'ai eu de la chance. Bon, j'ai pas eu ce partenariat, j'en ai eu d'autres derrière, donc ça me permettait de retomber sur mes pattes. Et puis j'étais bien entourée à partir de l'été 2022. C'est donc Cyril qui a commencé à m'entraîner. Donc jusqu'au Jeux de Paris, c'était Cyril qui m'entraînait. Donc ça met quand même un bon cadre. Je pouvais souvent aller chez eux pour m'entraîner. On faisait souvent des week-ends ensemble avec Anne. Ils étaient quand même vachement disponibles. Cyril, il m'a pas mal aidé sur la mécanique du tandem. C'est eux qui avaient le vélo. Donc là-dessus, ça aide aussi beaucoup. Enfin, j'ai été bien entourée. Le fait d'être avec Thibaut jusqu'à il n'y a pas si longtemps, ça aide aussi, ça motive, parce qu'au quotidien, je m'entraîne beaucoup toute seule. Mais on s'entraînait tout seul à deux. Un sur le tapis, un sur le home trainer. Ouais, c'est ça. Ou les deux sur le home trainer à se regarder. Mais voilà, ça met quand même une dynamique qui aide quand même pour démarrer. Voilà, on se soutenait un peu les quatre. Et donc, là-dessus, ça m'a vachement aidé. Je pense que si j'avais été moins bien entourée, ça aurait été plus difficile, même pour l'organisation logistique, parce que c'est pas toujours la fédération qui gère la logistique. Ça aide aussi d'avoir du monde qui a l'expérience pour aider, pour driver un tout petit peu. Et ouais, c'est quand même ça a bien aidé. Et puis aujourd'hui, ça permet que ce soit tout elle qui gère maintenant. Moi, je fais plus rien. Nickel. Non, c'est pas vrai, Non. mais je conduis juste la voiture parce que bon, j'ai pas confiance quand même. Non, mais ça m'a permis de construire des automatismes au-delà du triathlon en lui-même, sur l'organisation des à côté, en fait.
Et aujourd'hui, je suis plus rassurée d'aller prendre mes billets d'avion pour partir au Canada, enfin nos billets d'avion pour partir au Canada, alors que la première fois, c'était mais je l'ai fait quand même, quoi. Mais Ouais, parce que du coup, là-dessus, moi, je voulais réagir. Bon, déjà, sur le côté financier, c'est vrai que tu l'as dit, tu as pris un risque, mais comment est-ce qu'on vit en tant que paratriathlète? Est-ce que c'est la Fédé qui vous aide? Est-ce que vous avez des partenaires financiers, donc des sponsors qui vous aident? Comment est-ce qu'on vit en tant que paratri? alors ça, Réfléchis, Julie, parce qu'il y a la même question pour toi après, hein, en tant que guide. Pas de problème. ça dépend. En fait, le système d'accompagnement de la fédération, il est basé sur des niveaux de performance. Et donc, ça, c'est déterminé par l'Agence nationale du sport qui va donner les critères des différents niveaux de performance et qui va dire la politique de cette année ou de cette Paralympiade, ça va être d'aider tel et tel niveau. Il se trouve que je suis un peu dans un entre-deux cette saison. Ce qui fait que je suis pas soutenue à 100%, mais j'ai quand même un accompagnement, notamment sur les 2 dernières courses internationales. L'hébergement a été pris en charge par la fédération. Mais le reste, c'est moi qui finance et c'est moi qui finance pour 2. Donc ça a un coût et donc effectivement, sans partenaire financier, c'est pas viable. Donc comme je disais, j'ai eu la chance au début quand même sans avoir beaucoup d'expérience, de retour médiatique ou autre, j'ai quand même pu être soutenue. J'avais quand même un bon accompagnement. La réalité des choses, c'est que post-Jeux de Paris, il y a quand même un gros trou. Il y a quand même un gros trou et heureusement que j'ai mis de côté ce que j'ai pas utilisé les saisons dernières parce qu'à l'heure actuelle, alors j'ai signé des partenariats qui n'ont pas encore été, qui sont pas encore tombés, mais ouais là, toute la saison, tout le début de saison, c'est mes fonds propres. Et à savoir quand même, juste pour poser, je suis kiné à mi-temps dans le médico-social. C'est pas la partie la plus lucrative de la profession. Et aujourd'hui, mon salaire ne paye pas mon loyer. Donc en fait, en frais fixes, j'ai mon loyer, j'ai l'électricité, j'ai Internet, j'ai mon entraîneur, j'ai l'alimentation. Donc en fait, sinon c'est pas possible, c'est pas viable. Et ouais. Donc là, c'est un petit peu plus stressant, ça fait une petite charge mentale, mais voilà, hein, c'est le jeu. Et pour donner une idée, là, mon budget tel que je l'ai établi sur la saison 2025, alors c'est évidemment dans le meilleur des mondes, mais c'est 77 000. Et un tiers, un dixième pour l'instant. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, alors c'est dans ce budget-là, je prévois de rémunérer Julie. Bon, déjà, si je peux pas, moi, vivre au quotidien, je vais pas la rémunérer, hein, je suis désolée, ma petite, mais il va falloir faire. Faut que tu manges. Hein. Si tu es pas là, t'es pas là. Non. Enfin, si, mais autrement. Donc, ouais, ça, c'est quand même stressant. Après, il y a des choses qu'on refait pas tous les ans. Un tandem, là, le tandem, il est dans le budget. C'est pas l'urgence de le faire cette saison parce que le tandem que j'avais fait avec Anne, on a réussi à l'adapter pour Julie. Il n'y avait pas de grosses modifications à faire, donc ça va. Mais un tandem cadre, composants, roues et autres, on s'approche des 20 000 euros. Donc bon, on n'en fait pas toutes les saisons, mais ça reste quand même là dans la Paralympiade quelque chose qui va rentrer en compte. Ouais, comme dit Héloïse, heureusement qu'il n'y avait pas à changer beaucoup par rapport à entre Anne et moi au niveau des morphologies. Voilà, il y a des petits réglages, mais c'est pas comme si je faisais 1m10 comme Héloïse. Là, il aurait fallu changer de tandem, quoi, par exemple. Donc non, c'est des trucs qui sont. C'est sûr que c'est une énorme charge mentale pour Héloïse parce que on nous a vendu qu'après Paris, on contient les aides seraient encore là, que les partenaires ils soutiendraient encore, et finalement Paris s'est éteint et il n'y a plus rien du tout, quoi. Ouais, rien que le budget du ministère, il
il est pas à la hauteur de ce qu'on nous a annoncé, même quelques semaines avant. Enfin, c'est pas l'héritage des Jeux. Il y en a pas, quoi. Ouais, j'espère qu'il sert, on va dire, aux jeunes. Enfin, et encore, quand on voit les budgets, c'est quand même pas pareil. Et bah, enfin, je parlais de l'accompagnement de la fédération. Enfin, elle fait aussi avec ce qu'elle a. La politique, elle est telle qu'elle a été établie et ils font comme ils peuvent avec ce qu'ils ont. Donc, Non, mais c'est à l'échelle nationale. Mais du Oui, coup, oui. c'est voilà, nous, nos partenaires, enfin moi, ceux que je pouvais avoir avant les Jeux, qui nous ont dit oui, pas tout de suite, de toute façon, même si tu changes de binôme, on continuera de te soutenir en tant que guide. Bah, au final, arrivé décembre 2024, oh non, bah, tu as changé de binôme, du coup, on va arrêter. Bah, en fait, du coup, c'est pas logique. Enfin, ça aide pas à se relancer dans une nouvelle Paralympiade, quoi. Il y a le discours qui est le lendemain des Jeux. Et puis le discours de fin d'année 2024. Ah oui, mais les budgets, machin, le projet il n'est pas encore calé. Bon. Ouais, on prend. C'est un peu la douche froide. Déjà que c'est pas forcément la période la plus facile. Le post-jeu est très compliqué. Quand en plus, on se retrouve face à ce genre de... Enfin, c'est la réalité des choses, hein, mais c'est aussi la réalité des entreprises. Mais c'est vrai que ça fait un tout qui peut être un peu lourd. Ouais, j'imagine. Et j'en avais longuement parlé dans mon autre podcast dans les vestiaires, justement, où même en fait, avant les Jeux, il y avait déjà des sportifs qui me disaient là, pour l'instant, je suis financé, mais après, au 31 août 2024, je ne sais pas comment je vais vivre parce que j'ai aucune visibilité. Donc, je vois très bien, malheureusement. Mais du coup, Julie, je te donne la parole. Moi, je suis un peu dans une autre situation. Comme je le disais, du coup, je suis en contrat avec la police nationale et je fais partie de l'équipe des sportifs au niveau de la police. Et j'ai été reconduite pour cette année. Enfin, j'ai été en individuel. Pardon ? En individuel. En individuel, oui. Je place un peu le nom d'Héloïse, mais c'est pas quelque chose qui dépend que de la police ou que de moi, enfin, qui dépend pas de moi d'ailleurs. Mais voilà, moi, j'ai la chance d'être soutenue à ce niveau-là et du coup, d'avoir un salaire fixe qui tombe tous les mois. Que je sois blessée, que je sois en pleine préparation, que je change de binôme. Ou j'ai, là-dessus, c'est assez serein du coup pour moi là-dessus. Mais j'ai que ça. J'ai pas de partenaire. J'ai un partenaire matériel à côté, mais qui reste minime, quoi. Je peux pas aider Héloïse à financer la saison. C'est impossible, quoi, en fait. C'est qu'un CDD. Là, tous les ans, c'est renouvelé. Oui, c'est ça. Potentiellement, au 31 décembre 2025, j'y suis plus, quoi. Donc, c'est aussi... Mais moi, je suis soutenue par, c'est du coup la police, l'agence, la fédération qui me fait confiance aussi dans mon rôle de guide. Donc là-dessus, je peux pas me plaindre. Enfin, j'en suis très reconnaissante d'ailleurs. Mais c'est aussi pour ça que c'est dur de trouver d'autres guides parce que c'est difficile de dire à quelqu'un de venir, tiens, viens t'entraîner 15 jours avec nous. Oui, mais il fait comment? Enfin, il va peut-être pas poser un congé sans solde. Et on peut pas promettre. Ok, on va t'aider financièrement, on va te prendre en charge. Enfin, c'est pas quelque chose aujourd'hui quand on est capable. C'est ce qu'on aimerait. En fait, on aimerait qu'il y ait d'autres filles qui soient guides et qui puissent, moi, me remplacer pour aller faire certaines courses ou sur des stages, pouvoir être plusieurs. Ça, voilà. Là, aujourd'hui, si je me blesse, demain, Héloïse, elle court pas, en fait. Donc, on a besoin d'avoir une guide remplaçante et aujourd'hui, on n'a personne. Donc, si jamais quelqu'un écoute et se sent d'être guide, il n'y a pas besoin d'être... faut savoir nager, rouler, courir à un certain niveau, mais pas non plus comme Casson-Beaugrand, donc c'est bon. Mais voilà, si ça vous intéresse, c'est celle qui nous écoute, en tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer un message, on sera ravis d'échanger avec une potentielle nouvelle guide, quoi. Bon, alors déjà, moi, je te propose pas, parce que déjà, c'est mort. Je vois pas mieux que toi. Et puis, en plus, les binômes mixtes, je crois que ça n'existe pas encore. Non, il faut une fille qui ne court pas sur le circuit World Triathlon. C'est ça. Voilà. Oui, parce que toi, du coup, tu cours en individuel, mais sur le circuit police nationale, donc c'est complètement... c'est pas considéré comme un triathlon. Ouais, non, il n'y a pas de circuit forcément police nationale. Il y en a très, très peu des courses au niveau police. Mais je cours, moi, je suis dans un club, je fais de la D3 ou je fais des courses pour moi, mais c'est vrai que j'ai du mal à faire deux choses, donc je préfère prendre le calendrier qu'on a fait avec Héloïse et me dire, OK, ça, c'est mes courses principales, et moi, à côté, faire des petites courses qui m'intéressent.
Mais voilà, c'est pour ça que je suis pas non plus dans un club de D1 ou de D2 où il y a des obligations avec des courses, avec des étapes à faire obligatoirement, quoi. Je suis assez libre là-dessus et ça, j'aime bien m'organiser comme ça, quoi. Tu parles entraînement, justement, c'était un point que je voulais aborder. J'avais peur de l'oublier quand je t'ai redonné la parole, Julie, mais c'est bon, tu l'as remis dans le sujet, donc ça va. Autant toi, Julie, d'un point de vue individuel, tu peux t'entraîner seule, facilement, ok. Héloïse, comment est-ce que tu t'organises? Parce que si il te manque une jambe, un bras, enfin, si tu es un para qui n'a pas de problème de vue, ça reste quand même possible, pas forcément facile, mais aisé de s'entraîner. Quand on a une déficience visuelle, ça paraît plus compliqué. Et puis en plus, il y a quand même le côté binôme. C'est-à-dire comment vous faites pour vous entraîner en binôme. Voilà, on a compris que toi, tu as été chez elle, mais ça rajoute aussi une complexité, une difficulté au tandem. Ouais, alors moi sur la partie individuelle, quand je suis chez moi, j'ai quand même pas trop de difficultés dans le sens où bon déjà le reste visuel que j'ai me permet d'être quand même vraiment autonome comme je disais. Après je suis fatigable donc j'ai mes adaptations. Mais bah, pour nager en piscine, j'ai aucun problème parce que je gère avec la ligne d'eau, avec la ligne dans le fond. C'est alors, je m'entraîne avec le club et j'ai des créneaux aménagés dans ma nouvelle piscine à Meudon où bah, soit ils me mettent une ligne, soit ils m'ouvrent quand il n'y a que les scolaires. Et donc, j'ai ma ligne à moi et c'est beaucoup plus confortable que de devoir doubler dans la ligne. Enfin, ça, en fait, on ne se rend pas compte, mais ça peut vite être fatigant. Donc, là-dessus, je gère quand même. J'ai des facilitations quand même par rapport à ça, que ce soit avec le club ou avec la piscine où je nage. Surtout que tu le disais tout à l'heure, des fois, il y a des gens qui ne sont pas super bien éduqués, soit qui se permettent certaines remarques dans le métro. Mais alors, la piscine, je crois que c'est pas mal aussi. Hein. Ah Entre oui, toujours au milieu de la ligne et puis qui regarde pas, en fait. Et donc, si en plus, tu as des problèmes de vue, moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'à chaque fois que je change de piscine, je me tape le bord. Parce que dans la piscine où j'ai l'habitude d'aller, je compte mes mouvements, je vois à peu près. Mais alors, quand je change de piscine, même s'il y a le thé en bas, c'est un petit peu compliqué. Toi, ça te fait la même chose? Enfin, ça génère aussi des adaptations supplémentaires si tu peux pas nager dans ta piscine à Meudon. Ouais, alors la piscine, ça va. J'ai pas trop, enfin, comme tout le monde, je pense, de temps en temps, je rate une petite butte, mais ça va. C'est plus gênant quand il y a du monde qui attend au bout là et qui gêne pour faire sa culbute. Ils sont en train de nager pendant que toi, tu arrives. On a nagé ce matin en public à Besançon, c'était assez folklorique. Après, à part les piscines, il n'y a pas de drapeau. Comme ce matin. j'ai pas trop de problèmes, je me laisse vite. Ouais, j'arrive quand même assez facilement, que ce soit en 25 ou en 50. J'ai pas tellement de difficultés là-dessus. Après, là où forcément ça joue le plus, c'est à vélo. À vélo, je fais que du home trainer. Tu fais, je sais pas combien de temps j'y passe, mais j'ai pas beaucoup, je sens pas beaucoup l'air sur mon visage quand on fait du vélo. Donc, quand on est ensemble, déjà, c'est bien de borner ensemble parce que c'est quand même pas pareil de rouler à deux que de rouler en solo. Après, ça permet quand même de passer des bonnes séances sur le home trainer, c'est du qualitatif quand même. Donc, c'est bien. Mais effectivement, même j'ai pas les mêmes réglages, j'ai pas tout à fait la même position sur le tandem qui est en profil chrono que sur mon home trainer. Donc, c'est aussi bien de passer du temps dessus. Mais au quotidien, je suis contrainte de faire ça. Enfin, en fait, je pourrais rouler un peu dehors, mais je trouve que c'est finalement plus une contrainte que un plus, dans le sens où moi j'ai qu'un tandem, faudrait le remonter entre les courses, potentiellement changer les cotes de Julie, donc ça fait monter, démonter, mettre les cotes du pilote, trouver le pilote, aller rouler, donc ça va, je suis à Meudon, donc je suis déjà à l'extérieur de Paris. Mais c'est rouler dans les voitures à un moment donné. Et je trouve qu'au final, ça fait plus de contraintes que de points positifs. Donc en fait, moi, ça ne me dérange pas de faire du home trainer. J'ai toujours fait comme ça, donc c'est OK pour moi.
Et après, en course à pied, ça dépend beaucoup de mon niveau de fatigue et de fatigue visuelle. Si je sens que moi, je suis un petit peu plus fatiguée, que ça va me demander de la concentration d'aller dehors, bah, je vais mettre le tapis. Et sauf quand j'ai des séances, quand c'est un footing, j'ai vraiment pas de mal à le faire sur le tapis. Un footing du 30-30, c'est pas gênant. Quand j'ai de l'allure, un petit peu du seuil, c'est quand même plus confortable d'aller le faire dehors. Et plus, enfin voilà, c'est moi qui gère et c'est moins automatique. Enfin voilà, le tapis c'est quand même, ça rend service, mais c'est moins bien. Et donc quand j'ai du seuil ou de la VMA, bon, moi j'ai la piste qui est pas très loin. Quand j'ai du seuil, je vais sur les quais et puis voilà, je gère comme ça. Et bon, bah, c'est sûr que quand on habite en région parisienne, c'est pas des grands apparts. Quand on est un home trainer, un tapis de course et un tandem, ça prend vite de la place. Je peux pas habiter dans un 9 mètres carrés. Mais c'est peut-être pour ça que mon salaire paye pas mon loyer. Mais... J'allais dire, déjà que ton 250 mètres carrés, il n'est pas payé. non, c'est pas 250 mètres carrés. Non, mais c'est pour ça que quand on se retrouve en stage, on passe quand même beaucoup de temps sur le tandem. Puis à nager avec le lien, à courir avec le lien finalement non, parce que tu es assez autonome. Mais voilà, c'est aussi la différence que moi je vois par rapport à l'accompagnement que je faisais avec Anouk avant, où elle était vraiment aveugle, c'est-à-dire qu'il fallait l'accompagner pour tout. Moi, ça me coûtait beaucoup aussi en énergie, mais pas forcément que pendant les entraînements, c'était surtout en dehors. Et là, avec Héloïse, c'est beaucoup plus facile parce que c'est un peu bizarre de dire ça chez les aveugles, mais elle voit mieux. En tout cas, elle est beaucoup plus autonome et elle a moins besoin de moi, quoi. Même si on fait tout ensemble, je dois pas être vigilante pour deux et du coup, c'est beaucoup plus facile pour moi, quoi, à ce niveau-là. Mais il faut quand même qu'on passe du temps à s'entraîner ensemble parce que finalement, les automatismes de course, on peut les travailler que quand on est les deux. Toute seule, on n'a pas. Enfin, moi, quand je fais un triathlon toute seule, je le fais pas de la même façon que je le fais avec Héloïse, même si ça s'en rapproche. Sur mon vélo solo, je saute sur le vélo. Sur le tandem, je saute sur mon vélo, mais avant de partir, il faut que j'attende qu'elle monte sur le vélo, sinon ça marche pas. Donc voilà, faut se caler comme ça, quoi. Mais voilà, on a aussi le même entraîneur, Bertrand Billard, qui moi me suit depuis très longtemps et qui Héloïse vient de commencer avec. Mais du coup, c'est aussi super bien d'avoir le même entraîneur quand on est en binôme. Parce qu'au moins, il n'y a pas à dire, OK, toi, tu as quoi aujourd'hui? Bon, moi, j'ai ça. Puis finalement, tu fais un mix qui ressemble à rien. Là, c'est lui qui fait la planif. Nous, on n'a rien du tout. Et puis. C'est quand même. Et puis même, c'est plus facile quand on discute de la saison. On n'a qu'un interlocuteur. Et puis, là-dessus, Bertrand, il ça se passe bien. Puis il peut faire le lien aussi s'il y a besoin avec la fédération. Enfin, voilà, ça marche bien comme ça. C'est plus simple que s'il y avait deux entraîneurs et du coup, pour le coup, moi, j'ai toujours eu le même entraîneur que ma guide. Parce que quand c'était Cyril qui m'entraînait, c'est Cyril qui entraînait Anne. Et là, ça paraissait aussi. Quand j'ai changé d'entraîneur, je me disais, si on continue ensemble, peu importe qui tu choisis, je pense que j'irai avec ton entraîneur. Et le fait est que Bertrand, il a quand même un pied dans le para depuis un moment. S'y connaît en triathlon. Ouais, il s'y connaît un petit peu en triathlon. En clavicule aussi, mais. Donc ouais, c'est. Et puis c'est pour le coup, Bertrand, c'est quelqu'un que je connais même avant d'avoir fait du triathlon, puisque c'était l'entraîneur de Thibaut. Donc moi, j'avais rencontré Bertrand avant de commencer le triathlon. Et donc ça me paraissait logique d'aller avec lui aussi. Et ça se passe bien, que ce soit notre binôme entraîneur-entraîné, que le trinôme avec Julie. Donc c'est cool. Ouais, je confirme. Avoir le même entraîneur, ça aide. Moi, je pars sur du swimrun là, et on a tous les deux le même entraîneur avec mon binôme. C'est quand même beaucoup plus simple. C'est lui qui fait la planif, il voit l'évolution des stats, etc. Et puis on arrive. Et après, c'est le même problème que vous, entre guillemets, c'est qu'il faut qu'on arrive à se voir pour travailler les automatismes de course. C'est ça. Après, quand on dit se voir, moi je la vois, mais j'osais pas la faire, merci. Alors surtout ne pas être gêné avec le handicap, hein. Sinon c'est pas drôle.
Ok. Et en natation, comment vous faites? Il y a un lien, il y a une longe comme en swimrun, il y en a une qui est devant, vous nagez l'une à côté de l'autre. Comment vous vous organisez? Bah, c'est simple, Héloïse, elle se met en position plongeon, voilà, bien droite dans l'eau, en planche, et moi je tracte. Voilà. Sur le dos, accroché par les mains, comme ça. C'est ça, c'est ça. Non, la règle en paratriathlon, c'est que le lien, il doit être élastique pour justement limiter l'effet de traction. Il ne doit pas faire plus de 80 cm. Et quand on nage, les têtes ne doivent pas être à plus d'1,50 m d'écart. Bon, alors c'est sûr que quand on part de ma taille, ça devient vite compliqué, mais... Non, mais en gros, elle n'a pas le droit d'être dans mes pieds, par exemple, Ouais. avec le lien, ce qui fait qu'elle se retrouve à nager dans ma vague, finalement, au Ouais. niveau de ma hanche. Je suis à peu près au niveau de son bassin. Et donc, en fait, donc il n'y a pas un lien homologué, homogène pour tout le monde, comme on peut voir en athlétisme. On fait quelque chose qui rentre dans la règle. Donc, nous, c'est du bricolage. Alors, je parlais de l'accompagnement que j'ai eu, enfin, mon entourage que j'ai eu qui m'a beaucoup aidé dans les débuts. Bah, clairement, le lien, au début, j'ai récupéré l'ancien de Thibaut. Et aujourd'hui, on a quasiment le même avec Thibaut, mais enfin voilà, ça a été surtout réfléchi par les garçons au début et ils nous ont dit bah il faut faire comme ça, on a fait comme ça. Hein. Et oui, donc, moi par exemple, quand j'étais avec Anouk, j'avais pas du tout le même lien que ce qu'on a aujourd'hui, parce que voilà, moi j'avais fait un renfort au niveau du bassin, parce que j'avais la jambe qui partait un peu trop loin. Enfin, ça c'est vraiment individuel. Enfin, au niveau des binômes, en tout cas, chaque binôme a vraiment son lien, que ce soit en natation ou en course à pied. Quoi. Et là, on a repris le lien qu'on avait avec Anne, avec Julie. Mais par exemple, avant les Jeux, on se posait la question avec Anne, est-ce qu'il n'y a pas des améliorations à faire? Les filles nous avaient prêté leur lien pour qu'on nage et en fait, on était beaucoup moins efficace avec. Et aujourd'hui, avec Julie, je pense que le lien qu'on a repris, il fonctionne bien. Et donc, pour expliquer, c'est des colliers de chien à clip parce que ça s'enlève vite. Et donc, on a chacune un collier de chien au niveau du genou. Julie, elle l'a au-dessus du genou. Moi, je l'ai en dessous du genou. Comme ça vient un peu en butée. Et entre les deux, il y a un tendeur, quoi, un élastique qui est pas très long parce que je trouve que c'est plus... il est hyper court, mais plus on est proche, en fait, plus vite. Plus on se gêne, quoi, en fait. Ouais, en fait, il faut avoir la bonne distance pour pas se gêner, mais aussi si on a un lien qui est très long, et s'il y a un changement de direction, enfin quelque chose, moi je vais pas forcément le sentir. Je vais être moins réactive. Si le lien est déjà très long, très élastique, et je vais sentir que je dévie plus tard que s'il est un peu plus court. Donc voilà, il faut jauger et là ça va, on se tape pas trop, je la griffe un petit peu, mais ça va. Julie, elle rentre chez elle le soir, elle se fait engueuler. Qui t'a griffé, chérie? Ah, laisse tomber. Ouais, c'est clair. Mais bon, ça va, c'est dans des endroits qui se voient pas. Et en course à pied, du coup, pas de lien parce qu'Héloïse, t'es assez autonome? Alors, en course à pied, à l'entraînement, j'ai pas besoin. Par contre, c'est réglementaire. En course, on a un lien. C'est obligatoire, ouais. C'est obligatoire, ouais. Et donc là, la règle, c'est pas élastique et pas plus de 50 cm. Et donc, pour l'instant, ce qu'on a, qui va peut-être changer, mais en tout cas, ce qu'on utilise pour l'instant, c'est on a chacune une ceinture porte-dossard et il y a une petite ficelle entre les deux. Elles sont pas très longues et puis... mais qui permet d'être autonome chacune dans le mouvement, quoi, en fait. C'est parce que c'est sûr qu'un lien à la main, comme Julie et Anouk l'utilisaient, les non-voyants, souvent, ils ont ça parce qu'ils ont besoin d'une info plus directe. Moi, j'ai pas besoin de cette info-là. Julie, elle va me dire les choses quand elle peut. Peut-être une petite balle perdue suite à la dernière course qu'on a fait ensemble. Tiens, prends ça. Ça se rétablira dans les prochains jours. Non, mais, du coup, elle va me dire, m'annoncer les virages, même si je connais le parcours. Je suis toujours un peu moins lucide, donc les petits passages un peu... Ouais, les dodanes, ou quand il y a des irrégularités, difficile de dire ça, sur la route. Mais sinon... Et puis les ravitaux, on essaye de... Ouais, ça, je te les annonce avant. Et puis... Parfois, j'essaye de prendre pour elle, et je rate tout, mais...
Elle a les 2 mains devant au cas où quand même. C'est ça. Ça doit être sympa de vous voir. Surtout à l'entraînement, vous devez bien vous marrer. Ah, tout le temps. Pareil, ouais. Julie parlait de la fatigue que ça pouvait générer pour elle de guider Anouk. C'est pas la même fatigue aujourd'hui Ouais. quand on est toutes les deux, mais je la fatigue quand même. Moi, je la vois. Là, ça fait une semaine qu'on est ensemble, elle a hâte que je parte, quoi. Ouais. Pendant que les siestes, c'est bien, au moins, on se met chacune de notre côté. Je vois que tu as déjà les yeux qui plissent, on enregistre, il est que midi. Donc, Ouais. vers ma tête, là. Ouais, C'est ça. Ça a eu le temps de manger, d'aller se coucher, là. clairement. On est presque à 1 heure d'enregistrement, les filles. Je ne vais pas vous prendre plus de temps. J'ai encore 2 petites questions. La première, le podcast s'appelle Devenir triathlète. Donc, chacune votre tour. Je vous pose la question. À votre avis, comment devenir triathlète? Devenir parade. Ouais, du coup, moi, devenir paratriathlète, bah déjà, soyez handicapé pour commencer. Vous devenez handicapé. C'est pas le meilleur conseil que je pourrais donner, mais devenir triathlète, bah, comme ça revient un peu à ce que je disais sur le fait que moi, quand c'est difficile, c'est pas ce qui va m'arrêter, au contraire, c'est ce qui va me motiver. En fait, ce que je dis, ma phrase de motivation, c'est qu'il n'y a pas de limite. Les limites, c'est les seules qu'on se pose. Et donc, en fait, à partir de là, faut y aller. Handicap ou pas handicap, il n'y a pas de raison de ne pas essayer. Et voilà. Ouais, puis je pense que le triathlon, ça a quand même aussi ce côté où tu fais 3 sports, Ouais. que tu t'ennuies jamais, c'est jamais monotone, c'est pas, Ouais. tu fais pas que nager, que nager ou que courir. Tu as vraiment cette diversité à l'entraînement, tu travailles sur toutes les allures, dans tous les sports, tu peux même faire, tu as d'autres sports qui sont très complémentaires, tu vas faire de la préparation physique, enfin, voilà, ça reste un jeu le triathlon finalement, et je pense que quand tu es en école de triathlon, c'est vraiment ça, tu joues au triathlon, ça paraît bizarre, dit comme ça, on joue au foot, on joue au basket, mais finalement on peut aussi jouer au triathlon. Et nous on joue toujours d'ailleurs, mais faut garder ce côté un peu enfantin où tu te fais plaisir en fait à l'entraînement. Je pense que, enfin moi en tout cas c'est là-dessus que je suis toujours restée, c'est que s'il n'y a plus de plaisir, ça sert à rien, faut arrêter, faut changer. Donc là-dessus, il y a pas, enfin le triathlon ça fait peur généralement, surtout voilà chez les personnes qui ont déjà, je vais pas dire un certain âge parce que je vais me faire insulter, mais qui ont déjà eu des pratiques différentes, qui se mettent au triathlon. Des fois, c'est la natation qui rebute parce que finalement, quand on ne sait pas très bien nager, nager en eau libre avec tout le monde, ça fait peur. Mais franchement, il faut commencer sur des petites distances et après, ça vient. Et finalement, c'est génial de nager avec du monde parce qu'on se rend compte que tu peux t'aider, tu peux t'appuyer sur les autres. Enfin, voilà, ça reste vraiment cool le triathlon, quoi. Donc, allez-y. Et surtout, si vous voulez être guide en paratriathlon. J'en rajoute une couche, mais. Vas-y, rajoute-en. N'ayez pas peur non plus. Voilà, il n'y a pas de. C'est pas compliqué d'être guide finalement si vous avez la passion du triathlon et que, ok, vous n'êtes peut-être pas trop égoïste et vous acceptez de faire un triathlon avec quelqu'un, ça se passera bien, quoi. Clairement. Nickel. Et puis, dernière petite question. Où est-ce qu'on vous suit, qu'on vous encourage, qu'on vous envoie des petits messages sur les réseaux sociaux? Alors, on n'a pas encore de Instagram en commun. Ouais, non, mais on a chacune notre Instagram. On a chacune notre Instagram. Ouais. Donc, sur Instagram, alors. Héloïse, elle n'a pas pu faire plus long. Comme on ne pouvait pas mettre plus de caractères. C'est héloïse.courvoisier.paratri. Il n'y avait pas plus long disponible. Moi, j'ai fait beaucoup plus simple. C'est Julie Marano. Pas de points, pas de. Tout simple. Mais voilà. Mais on est assez actifs, surtout quand on est toutes les deux. On essaie de faire des petites stories marrantes. Voilà, on aimerait bien faire plus de publications, mais on n'a pas forcément le contenu photo pendant les courses qui nous permet pour le moment. Donc, voilà. On n'est pas encore des Instagrammeuses, mais on y travaille. Bon, on ira voir. De toute façon, je remettrai ça dans les notes de l'épisode. Et puis, d'ici à ce que l'épisode sorte, peut-être que vous aurez créé votre Instagram commun. C'est pas dit, mais on aura peut-être plus de contenu, Ça marche. Profitez-en, hein, vous êtes ensemble. Donc, profitez-en là pour vous entraîner ensemble et faire du contenu avec. Pas de problème, ça. Ça, on y va. Et souvent, quand je prends des vidéos en vélo, elle me dit « Ah, mais t'as filmé à vélo ?» Et je dis « Ouais, j'ai fait 10 vidéos. » Elle s'en est pas rendue compte. Ouais, mais il y en a une qui pilote, il y a l'autre qui s'amuse. C'est ça. À défaut de pédaler, elle prend des vidéos, quoi. Faut bien que je serve à quelque chose. Bon, c'est pas toujours très bien cadré, mais j'ai une excuse.
Bon, bah, les filles, merci beaucoup. C'était un super moment. Je vous souhaite une bonne continuation. Et puis, chères auditrices, chers auditeurs, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao. Ciao. Salut. Yeah.